Alors voici ma récolte que j'ai faite dans le jardin de Fabrice. Donc vous m'avez accompagné l'autre jour dans ce jardin et je vous ai montré ces plantes-là dans leur milieu naturel. Là je vous propose en fait de faire un mélange de 3 salades sauvages, la porcelle, le pissenlit et la mâche sauvage. Alors je vais commencer par la mâche sauvage. De son petit nom latin Valerianella locusta, qui est l'ancêtre de la mâche cultivée. Là, vous voyez un très joli plant qui a plusieurs tiges florales sur le même pied. Alors, c'est le stade ultime de récolte. Il vaut mieux la récolter plus jeune, mais pas plus âgée. Parce qu'une fois que les tiges seront complètement développées, eh bien, la base de la plante sera dégarnie et les feuilles ne seront plus, seront jaunes et ne seront plus tellement comestibles, en fait. Là, la plante est encore tendre. Alors, comment on reconnaît cette mâche sauvage? Elle est très proche de la mâche cultivée. Les feuilles sont simplement plus petites, plus étroites. Ce sont des feuilles qui sont assez molles, vert clair. Elles sont absolument dépourvues de poils. Vous allez voir que la notion de poils est très importante chez les plantes, et pas que chez les animaux. Si je la retourne, on voit une seule racine, en fait, qui peut être beaucoup plus fine. Et en fait, il n'y a pas besoin d'un couteau pour la récolter, contrairement aux deux autres plantes que je vais vous montrer. Celle-ci, il suffit de tirer doucement dessus pour détacher la racine du sol. C'est une racine qu'on dira grêle, et tout simplement parce que cette plante-là est une plante annuelle. Son cycle de vie est très court, donc elle n'a pas le temps de développer une grosse racine. Elle monte à fleur, elle fait ses graines et elle meurt. Donc cette petite mâche, en fait, a des feuilles toutes molles, vert clair, toutes douces, et vous pouvez voir sur la feuille que je vous présente, là, une nervure centrale très marquée, qui est une caractéristique. Ensuite, je vous invite à retourner la plante ou à retourner une feuille et vous verrez la nervure centrale sur la face inférieure qui est entourée de nervures secondaires, beaucoup plus fines. Ça fait un petit peu penser aux vénules qu'on a à la surface de la peau. Voilà, vous la voyez ici aussi. Voilà la mâche qui a un goût très doux, vous pouvez la goûter quand vous êtes à peu près sûr de votre connaissance. Oui, il y a des jeunes plants plus trapus, comme celui-ci. Voilà. Alors, je passe à la porcelle. La porcelle, la voici. De son petit nom latin Hippocaeris radicata, il y a plusieurs espèces de porcelles. Moi, je vous propose de cueillir et de déguster la porcelle enracinée. Et cette porcelle enracinée, elle est velue. Voilà, c'est un signe distinctif très facile à reconnaître. Elle a des poils hirsutes en fait, qui sont posés sur des petites verrues. Ça fait un peu de la peau de porc, et d'ailleurs ça lui a donné son nom populaire qui est oreille de cochon. Alors oreille de cochon, ça renvoie aussi à sa texture. Elle a une texture assez cartilagineuse. Contrairement à la mâche qui est toute molle, celle-ci elle résiste. Et donc vous voyez qu'elle a une nervure principale blanche, assez large, sur ses feuilles, on la voit bien ici, qui est entourée de nervures secondaires, beaucoup plus visibles que sur la feuille de la mâche. Et si je retourne la plante, eh bien ces nervures très blanches apparaissent nettement, elles sont assez épaisses, ça fait penser un peu aux côtes de blettes. Voilà, sur l'envers de la plante. Vous voyez aussi la trace de la racine que j'ai coupée au couteau cette fois, parce que là, contrairement à la mâche, c'est une racine robuste, comme celle du pissenlit, donc il faut un couteau pour la décoller. Et donc cette plante-là, vous voyez, elle est assez plate. Elle a un port assez aplati sur le sol. Quand je dis un port, c'est pas le PORC, c'est pas le cochon, c'est le port, la silhouette. Voilà, donc elle est complètement aplatie au sol, et c'est pour ça qu'en fait, on la ramassera dans les milieux assez piétinés, par les vaches, dans les prairies par exemple, ou dans les jardins, dans les allées. Et c'est une adaptation qui lui permet de passer sous la tondeuse, ou carrément sous la mâchoire de la vache, qui ne peut pas attraper ses feuilles vu qu'elles sont plaquées au sol. C'était une manière de la reconnaître. C'est vraiment une plante toute plate. On la voit ici d'ailleurs. Voilà, un autre exemplaire de plante toute plate. Vous voyez, ces poils, ils apparaissent nettement là. Et donc, on l'appelle radicata parce qu'en fait, elle a tendance à s'enraciner, ou plutôt à faire des nouvelles pousses tout autour du centre de la plante, et elles sont souvent groupées par 2, 3, très serrées entre elles.
tout simplement parce que c'est le même pied qui s'est enraciné et dont les bourgeons ont formé des nouveaux plants au contact de la plante mère. Voilà, donc vous voyez qu'elle n'est pas encore en fleur, hein. Elle est un petit peu en retard de floraison par rapport au pissenlit qui est ici. Alors mon pissenlit, on va le comparer à la porcelle, tiens. Donc vous voyez la porcelle, elle fait beaucoup plus large, elles sont légèrement dentées, elles ont des belles dents rondes là, alors que le pissenlit, lui, il a des dents beaucoup plus marquées, hein, plus en arête de poisson, très aiguë. Voilà, sur la longueur de la feuille, vous voyez le nombre de lobes triangulaires. Voilà une différence marquée avec la porcelle. Une autre différence, c'est que la porcelle, elle a des poils que vous voyez nettement là, blancs. Et le pissenlit, lui, n'a aucun poil sur ses feuilles. Alors quand il est jeune, il a quelques poils qu'on retrouve sur la base de la tige des boutons, mais c'est des poils plutôt laineux, cotonneux. Ça n'a pas du tout le même toucher que la porcelle. Et donc là, vous voyez le bouton du pissenlit, le bouton de fleur que l'on consommera aussi. Donc c'est précieux. Il faut garder toutes les parties du pissenlit en fait dans la cuisine. Le pissenlit a aussi une grosse nervure centrale. On le retourne et vous voyez à la base la section de la racine qui est très très grosse. C'est une racine qui contient de nombreuses réserves, parce que le pissenlit n'est pas une plante annuelle, contrairement à la mâche. C'est une plante vivace. Donc il survit d'une année à l'autre, ce qui fait qu'au bout de quelques années, il fait des très grosses touffes, et il stocke ses réserves pendant l'hiver dans sa racine, ce qui explique qu'elle soit beaucoup plus épaisse que celle de la mâche. Vous voyez donc les nervures qui traversent les feuilles, très blanches, très larges aussi, comme la porcelle. Et alors une caractéristique du pissenlit, c'est que lorsqu'on coupe une tige de pissenlit, par exemple cette fleur, eh bien le pissenlit exude une sève blanche, comme un lait, elle a été. Et alors comme ce n'est pas du lait de vache, eh bien, on l'appelle en botanique du latex. Comme le latex de l'EVA, comme le caoutchouc. C'est le même principe, c'est une sève blanche et collante. Donc le latex du pissenlit est comestible, heureusement. Et pour reconnaître le pissenlit, entre autres, parce qu'il y a beaucoup de plantes de cette famille qui sont semblables, vous verrez que la tige est creuse. D'ailleurs, il y a des enfants qui s'amusent, les enfants s'amusaient avec cette tige pour faire différents jouets. Voilà, on peut faire des sifflets, tout ça. Donc la tige est creuse. Et le bouton du pissenlit, alors là, la fleur, elle était épanouie, mais elle s'est refermée. Ah, je vous en prends une autre. Voilà celle-là. Donc la fleur est très grosse. C'est une fleur unique au bout de la tige. La tige n'est pas ramifiée. Et vous voyez cette très jolie collerette, on dirait un jupon à la base de la fleur, là. Collerette, qui est constituée de feuilles simplifiées qu'on appelle des bractées. Et donc ça, c'est vraiment distinctif et caractéristique du pissenlit. Les autres plantes qui ressemblent au pissenlit n'ont pas cette belle collerette de feuilles. Et donc cette grosse fleur est entièrement comestible. D'ailleurs, comme la tige de la fleur, qui est comestible aussi, et qui est utilisée en médecine traditionnelle, bien sûr. Donc voilà la fleur du pissenlit, très particulière, qui permet de le reconnaître, absolument sans aucun doute. Et je vais terminer donc cette présentation de ces trois plantes en disant que je vous incite à les mélanger ensemble, parce que le pissenlit a plutôt une saveur amère, la porcelle a une texture craquante et un goût de noisette. Et donc la mâche a une texture douce, enfin une saveur douce et une texture très tendre. Donc l'association des trois, ça fait un ensemble de crudités très savoureux. Voilà, je vous invite maintenant à retourner à l'extérieur de votre maison. Vous trouverez aussi ces plantes dans la rue, si vous cherchez bien. Et elles poussent un petit peu partout, elles s'adaptent à toutes les situations. Et puis à les ramasser, ne serait-ce que pour vous exercer à les reconnaître. Et je vous dis à bientôt, la prochaine vidéo, ce sera pour les préparer. Bonne soirée!